Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur les sillons de la Renaissance. Notre émission est donc destinée à vous entretenir de l'actualité politique en général et de l'actualité du MRC en particulier. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les marches du 22 septembre et la naissance d'une coalition politique pour le changement du Cameroun, ainsi que la régression des libertés fondamentales qui est associée à toute la répression qui a été faite autour des marches au Cameroun du 22 septembre. Pour cela, nous avons 3 intervenants. Je vais donc appeler Olivier Ngo. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jeanne. Et merci de ta présence. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis de l'autre côté du panel. Voilà. Et nous en sommes ravis. Nous savons que tu vas nous édifier sur les points que nous avons à débattre aujourd'hui. Très bien. Nous avons aussi... Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et bonsoir à tous les compatriotes MRCistes et non MRCistes, tout le peuple du changement d'ici et d'ailleurs. Bonsoir. Alors, Aïssatou Bouba Dalil, que tout le monde connaît aussi. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les camarades MRC qui nous regardent, à tout le peuple camerounais également. J'espère qu'on va passer un agréable moment de mobilisation parce que la mobilisation, elle continue évidemment. Merci pour l'invitation, chère Jeanne. Mais c'est nous qui te remercions d'être toujours disponible pour ce combat. Et la cerise sur le gâteau, nous avons le combattant Essama qui est avec nous ce soir. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me recevez 5 sur 5. On reçoit, mais il n'y a pas d'image. Oui, effectivement, j'ai apparemment un téléphone qui, après avoir reçu les crosses de la police, s'est retrouvé en train d'être régulièrement en train de bugger. Donc, je m'excuse déjà pour ce manquement dû à la répression, puisqu'il s'agit des libertés. Et le sujet est d'une importance majeure. Vous savez que nous parlons d'une nouvelle naissance, une renaissance du Cameroun. C'est bien sûr... On ne l'entend plus. Bon, on va passer à Aïssatou. On va passer la parole à Aïssatou en attendant que la connexion revienne pour Essama. Donc, rebonsoir Aïssatou. Voilà, donc, je pense que tu dois être bien placé pour nous parler de la coalition qui se fait autour de cette renaissance, autour du changement que tout le monde appelle de ses voeux dans notre cher pays, le Cameroun. Et qu'est-ce que tu penses de la dizaine d'organisations, de partis politiques, société civile qui s'est ralliée à Maurice Kamto pour autour des 2 derniers sujets? Quand je dis 2 derniers sujets, on sait que les marches du 22 septembre s'articulaient autour de la réforme du code électoral et de la non-tenue des élections régionales. Voilà, tu as la parole. Merci Jeanne. Alors, une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant. C'est toujours pour moi un vrai plaisir de partager un moment de mobilisation avec vous tous. Comme on le sait, nous avons franchi une nouvelle étape de notre mobilisation le 22 septembre dernier avec le lancement des marches citoyennes, républicaines et surtout pacifiques qui ont donc eu lieu sur le territoire national au Cameroun. Et donc, ce que je souhaite dire déjà, c'est féliciter tous les compatriotes, qu'ils soient du MRC ou pas, qui ont eu le courage de sortir à l'appel, en répondant ainsi donc à l'appel de notre président Maurice Kamto, président élu, et qui ont bravé tout cet arsenal ridicule de répression qu'a déployé massivement le régime de M. Paul Biya. On a vu des Camerounais
qui ont exprimé librement leur refus de voir ce Paul Biya continuer à piller et à nous maltraiter, malgré ce qu'ils avaient en face d'arsenal militaire. Eux sont sortis les mains nues pour s'exprimer tranquillement. Et ça, c'est vraiment à saluer. Hein. Et c'est pratiquement la première fois qu'on voyait ça, des Camerounais oser ainsi braver toutes ces forces de répression. Et donc, oui, la coalition pour le changement et la paix, pour le changement dans la paix et la démocratie, qui a été donc initiée par notre champion Maurice Kamto, président élu. Et donc, oui, cette coalition réunit des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile qui ont approuvé la volonté du président élu de ne pas participer à ces élections régionales qui ont été convoquées, alors que les deux conditions que nous posions pour justement la tenue de ces élections n'ont absolument pas été prises en compte. Alors, on va peut-être les rappeler, ces deux conditions, à savoir la modification consensuelle du système électoral et bien évidemment la fin de la crise dans le NOZO, parce que nous voyons mal comment est-ce qu'on peut au Cameroun organiser des élections tranquillement, sereinement, alors que le pays est à feu et à sang, alors que cela fait pratiquement 4 ans maintenant que le NOZO se meurt, que le sang y coule à flot, que tous les jours on assiste à des crimes horribles et que plus aucun enfant ne va à l'école dans cette partie de notre pays. Et donc, effectivement, Aïssatou. Oui, derrière la non-tenue des élections régionales, il y a absolument la fin de la crise au NOZO. Donc, c'est ça. Le gouvernement pense que les élections régionales seraient justement, comment je peux dire, viendraient chapeauter un processus qui permettrait à la crise au NOZO en fait, qui permettrait de résoudre les problèmes au nord-ouest et au sud-ouest. Qu'est-ce que tu en penses personnellement? Eh bien, je pense que non. Évidemment, c'est un mensonge. On ne voit pas comment est-ce que cette crise viendrait résoudre le problème du NOZO alors qu'en 4 ans, le gouvernement de M. Paul Biya a été incapable d'y mettre un terme, bien au contraire. Et donc, ça n'est absolument pas en allant aux élections régionales que cette crise va trouver une issue favorable, étant donné que déjà, même le principal acteur de cette crise, lorsque je dis principal acteur, je pense évidemment à Sissoko Ayoktabe, qui lui se trouve toujours en prison. Donc, je ne vois pas par quel miracle est-ce que ce gouvernement-là réussirait à nous faire croire que c'est en convoquant ces élections que cette crise se trouvera une issue, alors qu'on sait très bien que même dans cette partie de notre pays, compte tenu de tout ce qui s'y passe, des élections, les gens ne pourront même pas aller voter. Comment voulez-vous aller dans un bureau de vote alors que vous avez en face des milices prêtes à tirer sur vous? Ça n'est juste pas possible. Donc, ne tombons pas dans le piège de ce gouvernement et continuons la mobilisation justement pour que ces deux conditions soient respectées. Et évidemment, nous comptons sur tous ceux qui ont rejoint cette coalition appelée par le président élu, Maurice Kamto, soutiennent évidemment cela, parce que c'est tous ensemble qu'on gagnera. C'est l'union qui fait la force. Merci Aïssatou. On reviendra sur le sujet tout à l'heure. Olivier, on va écouter Olivier sur le sujet. Quel impact? Bonsoir Olivier. Bonsoir encore une fois, oui. Quel est ton avis sur l'impact qu'aurait donc la coalition par rapport au combat que nous menons aujourd'hui? Alors, j'aime beaucoup cette question, l'impact de la coalition. Mais je dirais que sans cette coalition, rien n'est possible. Je tiens ici, en répondant à cette question, à défendre très fermement une opinion qui peut être personnelle, mais qui, à mon sens, est bien au-delà que personnelle. C'est une question, à mon avis, de bon sens et d'analyse politique objective. Le combat que nous menons au Cameroun, ce n'est pas un combat partisan. Ce n'est pas un combat d'un parti politique
qui veut un certain nombre de suffrages pour avoir un certain nombre de députés ou pour avoir un certain nombre de sénateurs. Le combat que nous menons au Cameroun, c'est un combat pour l'autodétermination du peuple camerounais. C'est-à-dire, c'est pour apporter, c'est pour rendre la liberté à chaque Camerounais de pouvoir décider librement, de façon transparente, par son vote, de qui va nous diriger. Et que ce vote puisse être un outil sanction pour pousser les dirigeants politiques à la performance. C'est donc, cette coalition est un fait absolument majeur. Donc, comme je disais, sans cette coalition, le combat ne peut pas être gagné. Je tiens ici à défendre l'idée que ce combat, ce n'est pas le combat du MRC tout seul. Certes, le MRC est un parti politique, mais ne nous y trompons pas. Dans un environnement démocratique normal, dans un environnement démocratique honnête, le MRC, comme d'autres partis, peut concourir avec ses idées et ses candidats pour aller obtenir le suffrage des électeurs et alors fonctionner dans son couloir. Mais comme je dis, ici, ce n'est pas un combat partisan, c'est un combat pour la liberté de tous les Camerounais. Parce que nous faisons face à 60 ans d'élections truquées. 60 ans d'une dictature qui d'abord s'est assumée avec le président Ahidjo de 1958 jusqu'aux années 90, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement du multipartisme. C'était une dictature assumée, c'est-à-dire qu'on était institutionnellement et constitutionnellement dans le cadre d'un parti unique. On est sorti du parti unique pour entrer dans le multipartisme, mais on est resté dans la dictature. Donc aujourd'hui, le combat de tout Camerounais, c'est de faire en sorte que nous renaissions pour que le Cameroun devienne une véritable démocratie, parce que c'est la démocratie qui permet de consacrer l'élection libre. Et l'intérêt d'une élection libre, c'est quoi? L'intérêt d'une élection libre, c'est simplement de pouvoir créer les conditions de la performance des hommes politiques pour que le vote permette de faire et défaire tous les hommes politiques. Ceux qui travaillent bien seront réélus. Ceux qui ne travaillent pas bien seront mis de côté. Et c'est de cette manière uniquement qu'on peut rétablir l'équilibre entre les gouvernants et les gouvernés. Merci, Olivier. Je termine juste sur la question posée à Aïssatou concernant c'était la deuxième question qui a été posée à Aïssatou. Tu peux peut-être me la rappeler? La deuxième question qui a été posée à Aïssatou, oui, c'était sur son avis sur la coalition et les marches du 22. Oui. Alors, il y avait une question précise. Mais bref, on pourra peut-être y revenir. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que cette coalition est un fait majeur dans l'histoire politique. C'était l'impact de la coalition. Si on fait une rétrospective historique, le seul moment, je dis bien le seul moment où le peuple camerounais a pu obtenir des avancées politiques concrètes, c'est-à-dire les avancées qui ont amené à la révision constitutionnelle de 1996 à l'issue de la réunion tripartite, c'est à travers une coalition politique avec des leaders comme John Frondi et Adamou Ndamjoya. Une fois qu'ils ont obtenu, avec cette coalition, et le rapport de force qui a été établi avec les villes mortes, M. Paul Biya était contraint d'accepter la limitation des mandats présidentiels. Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La coalition s'est disloquée et le RDPC a repris la place. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2008, Paul Biya est gentiment revenu sur
la Constitution qui avait été adoptée en 1996. Mais Donc, ce serait bien de nous dire pourquoi la coalition s'est disloquée. Mais je dirais que alors, c'est une question extrêmement vaste parce qu'elle fait intervenir, à mon sens, la déliquescence de la société camerounaise. Absolument, c'est ce que je voulais entendre. Le fait que la coalition se soit disloquée est à mettre en phase, en parallèle direct avec la déliquescence de la société camerounaise, c'est-à-dire une société qui est en perte de valeur. Donc, une société qui est en panne de construction d'hommes intègres qui sont capables de rester sur leurs convictions et de les défendre jusqu'au bout. Et ce qui a disloqué la coalition, c'est peut-être les égos des hommes politiques. Ça aussi, il faut le souligner. Les égos des hommes politiques. Entretenus par le pouvoir. J'allais y venir, bien sûr. Entretenus par le pouvoir, parce qu'il faut savoir que le système politique qui est mis en place par le régime Paul Biya pour maintenir ce régime en place, ça tient en deux mots. C'est le clientélisme politique et la corruption sociétale. Et encourager les divisions. Exactement. On est dans une situation où la corruption ne se limite pas aux hautes sphères de l'État. La corruption est au plus profond de la société. De telle manière que les valeurs sont perdues et aujourd'hui, on a une société qui est en panne de construction, de création d'hommes intègres, de leaders qui sont capables de porter leurs convictions jusqu'au bout. C'est pour ça que quand on a aujourd'hui un leader comme Maurice Kamto, c'est une chance à ne pas louper. Olivier, je vais essayer de reformuler un peu, c'est-à-dire que quand on parle du délitement de la société, il faudrait que le commun des mortels, il faudrait que tout le monde comprenne qu'en fait, on parle des valeurs humaines, c'est-à-dire que chaque citoyen camerounais se rende compte qu'il a de la valeur et que sa voix doit compter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons éduquer le peuple camerounais à lutter pour sa vie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il lutte pour sa survie. Mais il doit comprendre qu'il a une part à jouer dans son quotidien. S'il ne le comprend pas, on ne pourra pas parler de société aujourd'hui. Parce que la société, c'est un mot qui, pour certains, ne veut pas forcément dire lui. Quand on dit société, ils voient les institutions. Alors que quand on dit la personne, la personne fait partie de la société, mais il faut, quand on prend quelqu'un qui intellectuellement pourrait ne pas avoir une base aussi construite que des gens qui ont fait certaines études, on lui dit la société, il va comprendre que lui, il attend tout de l'administration. Il ne comprend pas que lui, il a une part à jouer. Et c'est là qu'on doit éduquer les populations. On va revenir à toi, Olivier, plus tard. Je vais prendre Aïssatou pour que justement, sur ce point de vue essentiel, qu'elle nous donne son avis. Oui, alors ce que moi je souhaitais quand même ajouter par rapport à ça, c'est le sens, on devrait peut-être réfléchir au sens de l'engagement. Voilà. Lorsque l'on s'engage, par exemple, en politique, ou quelle que soit la cause à laquelle on décide de s'engager, ça peut être en politique, comme moi, par exemple, ou alors militer au sein d'une association pour sauver des animaux ou pour la sauvegarde de la planète. Bref, autant de causes, des causes, ça ne manque pas. Donc, lorsque l'on s'engage, il faudrait vraiment que l'on se dise qu'on s'engage vraiment pour un idéal, pour améliorer les conditions de vie d'animaux ou d'êtres humains, bref, peu importe, mais qu'il faudrait que l'on soit capable d'aller jusqu'au bout de son engagement. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que moi, je me souviens, par exemple, que j'ai eu un moment, bien avant de mon engagement au MRC, où je me suis posée et je me suis mise à réfléchir justement sur le sens de l'engagement. Lorsque je voyais, par exemple, des personnes qui, au bout d'un moment, s'en vont, ça arrive, des personnes qui quittent, par exemple, leur famille à laquelle ils ont appartenu pendant un certain temps, ou alors des gens qui, en cours de route,
vont voir ailleurs. Enfin, moi, ça me pose toujours problème, ça. Donc, c'est pour ça que je dis que la cause pour laquelle nous nous battons, la libération de notre pays, devrait vraiment nous pousser à nous interroger sur le sens de l'engagement, être capable d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves que nous allons rencontrer en chemin, quelles que soient les méchancetés que l'on va nous dire, être capable d'y aller jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle, justement, moi, je salue ceux qui ont eu le courage parmi les partis politiques au Cameroun et les organisations de la société civile qui ont eu le courage de s'associer à cette lutte que nous menons toutes et tous ici, derrière le président élu Maurice Kamto, parce que c'est vrai que ça n'est pas quelque chose qui est facile. Hein. Il faut vraiment beaucoup d'endurance, surtout que le président élu, lui, a choisi la voie politique et que certains, peut-être, ont cru que ça allait peut-être durer 6 mois ou 1 an et qu'au bout d'un moment, ils se sont lassés et sont peut-être allés voir ailleurs. Donc, oui, je tiens vraiment à saluer ça en espérant aussi que d'autres partis politiques ou d'autres organisations syndicales, oui, syndicales, pourquoi pas, d'autres organisations de la société civile continueront de rallier le président élu afin de faire grossir cette coalition. Parce que oui, c'est vrai que, comme le disait si bien Olivier tout à l'heure, on ne peut pas gagner seul. Voilà, le MRC, oui, c'est vrai, c'est le parti politique le plus en vue en ce moment au Cameroun, qui s'oppose réellement au système de M. Paul Biya. Mais c'est vrai que l'idéal serait vraiment que tout le peuple camerounais embrasse cette cause. Parce que oui, il s'agit vraiment de notre pays à nous tous. Il s'agit de notre liberté à nous tous. Et d'ailleurs, je me suis posé la question ce soir parce que je voulais bien arborer mon écharpe MRC pour venir ce soir. Mais je me suis dit non, je ne vais pas faire ça parce que c'est une cause qui ne concerne pas que notre parti, voyez. Il faudrait que chaque Camerounais qui regarde cette émission se sent concerné par cette lutte. Parce que oui, nous parlons ici pour tout le peuple camerounais. Pas Absolument. Pour le MRC, hein. Voilà, tout le peuple camerounais, qu'il soit MRC ou pas, est concerné par cette lutte-là. Et je suis sûre et certaine que parmi tous les compatriotes que l'on a vus dans les rues le 22 septembre dernier, tous n'étaient pas du MRC. C'était simplement des Camerounais qui ont soif de changement, tout simplement. C'est donc un message fort, la coalition, au-delà des couleurs politiques ou idéologiques. C'est un message pour le changement, tout simplement. Et quand on regarde la portée politique, qu'est-ce que vous pouvez dire, Olivier et Aïssatou, sur l'avenir de cette coalition? Est-ce que c'est la fin ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient se rallier? Alors, je pense que ce n'est qu'un début. Je pense que ce n'est qu'un début. La déclaration du président élu, professeur Maurice Kamto, qui sonnait comme un ultimatum vis-à-vis de M. Paul Biya, pour engager cette gigantesque campagne, pour reprendre ces mots, d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya, eh bien, cette déclaration est venue simplement apporter le message que beaucoup de Camerounais, que beaucoup d'hommes politiques attendaient, mais n'avaient peut-être pas nécessairement l'aura politique pour porter ce message, n'avaient peut-être pas l'envergure politique et sociale pour porter ce message. Donc, les membres de la coalition, en ayant entendu ce message, se sont dit clairement, mais nous attendions ça. Donc, allons-y. Donc, je pense que la coalition, ce n'est qu'un début et elle n'a que vocation à grandir. Nous appelons tous les Camerounais. Il faut même que la coalition soit informelle. Aujourd'hui, on a une coalition formelle sur le papier avec des engagements. C'est très bien. En politique, il faut être structuré. C'est une bonne chose. Mais il faut même qu'elle devienne informelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où n'importe quel Camerounais d'ici ou d'ailleurs qui reconnaît avoir des convergences d'idées par rapport au combat que nous menons, qui est celui de la libération du peuple camerounais,
de son autodétermination, eh bien, que cette coalition se fasse et qu'on se rejoigne dans les idées et dans les actes. Et qu'au moment de mener des actions, que l'on se retrouve sur le terrain à mener les mêmes actions, même si on ne sait pas parler au téléphone, même si on n'a pas signé un contrat de coalition, même si on ne sait pas envoyer des messages sur Facebook, mais que cette coalition devienne un message de rassemblement du peuple camerounais. Parce que comme je l'ai dit au début de mon propos, il n'y a pas de libération du peuple camerounais possible sans cette coalition. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on le dise très clairement, que ce soit à nous ou aux autres. Chaque parti a vocation à aller briguer les suffrages. Mais ici, il ne s'agit pas d'aller briguer les suffrages. Ce n'est pas ça le combat. On n'est même pas encore à ce niveau-là. Nous, ici, on se bat déjà pour que le jeu politique soit équitable, pour que la dictature cesse. On a en face de nous un parti-État. Moi, je rappelle ici Fanny Pigeot, qui est une journaliste française spécialiste de la France-Afrique. Elle connaît la France-Afrique sur le bout des doigts, tous les pays d'Afrique francophone. Elle a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Au Cameroun » de Paul Biya. Elle y décrit en détail le RDPC comme parti-État. Entre l'État et le RDPC, c'est la même chose. Donc, quand vous avez en face de vous un parti-État qui a tous les moyens de l'État, financiers, matériels, politiques, institutionnels, avec tous ces supports oligarchiques dont les grandes sociétés françaises, voire l'État français, je n'oserais pas le dire, mais peut-être, pourquoi pas. Comment est-ce qu'un seul parti politique au Cameroun peut-il venir à bout d'une telle masse de puissance? Il n'y a que le peuple camerounais réuni qui peut arriver à se libérer de cette dictature. Merci Olivier. Et en ce qui concerne les marches du 22, je voudrais bien entendre ta position là-dessus. Sur les marches du 22, je vais commencer par féliciter effectivement chacun des Camerounais qui a eu le courage de braver la peur, de braver les menaces, de braver l'intimidation du pouvoir en place. J'échangeais récemment sur Facebook avec quelqu'un qui m'est cher, que je ne citerai pas, et je lui, s'agissant des marches du 22, que d'aucuns qualifient comme de fiasco, que d'aucuns qualifient comme d'échec total, mais restons strictement objectifs. Là, je ne parle même pas en tant que MR6 convaincu, je parle en tant que Camerounais ou sujet objectif. Quand vous avez dans un pays dans lequel l'armée est mobilisée pour intimider les manifestants qui ne sont même pas encore sortis, vous avez tout un gouvernement qui se mobilise à travers une puissance de communication terrible pour intimider les manifestants. Quand vous avez les gouverneurs, les sous-préfets, les hommes politiques de paille que le régime enrôle à coup de quelques billets, parce que c'est ça qui se passe, il faut le dire, pour venir faire des publications et dire que les marches sont insurrectionnelles, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et que malgré toute cette puissance médiatique, malgré toute cette puissance militaro-policière qui est développée, qu'on puisse avoir des manifestants qui sortent et qu'on en arrive à avoir plus de 500 arrestations, ça veut tout simplement dire, en toute objectivité, que c'est à minima un succès relatif. Surtout pour un petit parti politique qui n'a que 30 militants. Parti politique, en effet. Surtout pour un petit parti politique. Donc le coup a été marqué. Aujourd'hui, simplement, ce qui reste à faire, c'est de faire fructifier ce coup. Ok. Aïssatou, on va passer
on va te passer la parole. Je voudrais en fait que tu nous dises au sujet des interdictions de manifester par rapport aux libertés qui sont plus ou moins octroyées au Cameroun. Qu'est-ce que tu peux dire du recul des libertés politiques? Mais en fait, ce n'est pas seulement les libertés politiques. Là, on parle peut-être des marches, mais en fait, le Camerounais n'est pas libre. C'est ça. Le Camerounais n'est pas libre. Et on peut tout associer à la politique. Si on dit que la politique, c'est la vie de la cité, oui. Je dirais que le Camerounais n'est pas libre quand on regarde la corruption, on regarde rien que quand tu veux t'inscrire à l'école, quand tu veux un papier dans une administration. Donc, il y a déjà ce manque de liberté, on est entravé par tout ça. Mais là, précisément, on va aller sur le plan des marches du 22 par rapport aux marches du 19 qui se sont faites en diaspora. Mm-hmm. Comment on peut analyser le recul des libertés par rapport au MRC ou par rapport à d'autres partis, hein? La répression qui se fait, par exemple, quand il s'agit du MRC, mettre des policiers partout, enlever des gens quelques jours avant, encercler les maisons de certains de nos responsables pour être sûr qu'ils ne sortent pas le jour J, et derrière dire ils sont cloîtrés chez eux, ils ne peuvent pas sortir, voilà, ils ont envoyé les militants dehors. Est-ce que c'est pas un peu... Je trouve ça... On a l'impression d'avoir affaire à des enfants, en fait. Parce que je ne comprends pas que d'un côté, on encercle la maison de quelqu'un, et puis on dit, ah, il est terré chez lui. Oui. Alors qu'ils savent. Oui, ils disent oui, ils disent qu'il y a un matériel de guerre. Comme s'ils ne voyaient pas la même chose que nous. C'est quand même incroyable. C'est assez incroyable. C'est quand même incroyable. Je sais pas, et ils disent ça avec tellement de conviction, on se demande si on voit les mêmes choses. Peut-être que c'est nous qui n'avons pas les mêmes images qu'eux, je ne comprends pas. Bref, est-ce que tu peux commencer à nous dire quelque chose dessus et ensuite on prendra Olivier? C'est ridicule. Lorsque moi je vois ces images complètement folles de tous ces chars de guerre qui sont stationnés devant la porte du président élu, franchement, c'est complètement ridicule. On dirait qu'ils ont affaire à un grand chef bandit ou alors au chef, comment est-ce que je peux appeler ça, commandant en chef de Boko Haram dans le nord du pays. On dirait qu'ils sont venus attraper le plus grand terroriste de la planète, alors que le président Maurice Kamto, tout le monde le connaît comme étant un homme de paix. Il a toujours dit, depuis 2 ans, il le martèle, il n'a jamais rien fait qui puisse susciter tout ce déploiement fou et ridicule de force devant son domicile. Donc, en fait, moi, ça me fait penser à ceci. Ça me fait penser à cette déclaration qu'avait faite Paul Biya il y a 30 ans exactement, lorsqu'il parlait au journaliste Yves Morosi. Il y a 30 ans, il disait « Je voudrais que l'on se souvienne de moi comme étant celui qui va apporter la démocratie et la prospérité au Cameroun. » Alors, franchement, 30 ans plus tard, voilà le résultat. Où est-ce qu'on en est? Démocratie, je ne suis pas très sûre qu'on puisse parler de démocratie lorsque on empêche les Camerounais complètement pacifiques de manifester, lorsque on arrête des gens avant la marche, justement, parce que les Camerounais, ils ont commencé à être interpellés bien avant, lorsqu'on a signé à résidence le président d'un parti politique, en l'occurrence Maurice Kamto, qui lui a appelé à annoncer ces marches, qui les a annoncées et qui a appelé à des marches complètement pacifiques, ce qui a complètement été respecté par les manifestants qui sont sortis. Et donc, en réalité, tout ce à quoi nous assistons là, c'est un recul flagrant de la démocratie. Enfin, si jamais il y avait même démocratie, c'est un recul de 65 ans en arrière, en réalité. Parce que souvenons-nous, maintenant, en fait, non seulement ils assignent à résidence notre président, notre champion, attention, sans lui avoir rien notifié d'écrit, parce que ça aussi, il faut le souligner, ça.
Parce qu'au Mais Cameroun, il y a quelqu'un qui a dit que c'était pour le protéger parce que les populations de Yaoundé voulaient le lyncher. oui, bien sûr, bien sûr. Mais au moins, même si, à supposer que même ça, ce soit vrai, On Maurice l'en Kamto, informe. il est assigné à résidence depuis maintenant. Là, on va vers la 3e semaine, là. Rien, aucune note ne lui a été notifiée. Rien d'écrit. Ça veut dire que quelqu'un au Cameroun, dans le Cameroun de Paul Biya, peut se lever un matin et décider d'assigner quelqu'un à résidence comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le Cameroun, c'est vraiment une curiosité planétaire. Il se passe dans notre pays des choses que l'on ne verra jamais ailleurs, hein. Même pas en Corée du Nord. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe là. Et 30 ans après, Paul Biya nous avait promis la démocratie. Eh bien, 30 ans après, voilà où est-ce qu'on en est. On arrête nos cadres, les cadres d'un parti politique qui n'ont absolument rien fait de mal. On interpelle le trésorier de notre parti politique parce qu'il a simplement voulu aller voir ce qui se passait autour de la résidence de Maurice Kamto. On interpelle le porte-parole du gouvernement qui n'a absolument rien fait. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous incrimine de quelque chose qu'on vous soupçonne de vouloir faire, voyez. C'est-à-dire que le régime de Paul Biya, il rentre dans la tête des gens. Il vous suffit qu'il vous regarde et si votre tête ne lui plaît pas, il se dit, oh, bah, celui-là, il a envie de faire un acte terroriste. Moi, je vais l'interpeller, je vais le jeter en prison. Et sans vous notifier quoi que ce soit. C'est vraiment ça qui est extraordinaire avec ce régime. Donc, souvenons-nous, non seulement ils font ça, mais en plus de ça, ils menacent d'interdire notre parti politique. Vous voyez? Donc, on revient en réalité à 65 ans en arrière, à l'époque où, en 1955, on avait interdit le PC, justement. Souvenez-vous de ça. On est en train de regresser. Mais ce qui est encore plus dommage dans tout ce qu'on voit, dans tout ce à quoi on assiste là, c'est que tout ça se passe en mondovision. C'est-à-dire que le monde entier regarde comment est-ce que le régime de Paul Biya se comporte vis-à-vis de l'opposition, et ça ne donne pas à personne envie d'investir au Cameroun. Tous les investisseurs vont fuir. Franchement, qui aura envie de venir placer son argent au Cameroun en voyant ce comportement-là? Donc oui, ce sont des régressions flagrantes des droits humains, des droits, simplement le droit d'aller et venir, le droit de circuler librement. Parce qu'avant d'être le président d'un parti politique, Maurice Kamto est un citoyen camerounais qui jouit de la liberté d'aller et de venir. On ne peut pas comme ça, sur un simple coup de tête, décider que parce qu'il a appelé à des manifestations pacifiques, qu'on l'assigne à résidence, il ne peut pas sortir de son domicile, il ne peut même pas aller faire ses courses. Parce que moi, franchement, je vous assure que moi, je suis inquiète pour notre président. Je me demande, est-ce qu'il a suffisamment de quoi manger à son domicile? Est-ce qu'il a des denrées? Est-ce qu'il peut aller voir un médecin s'il en a envie? Vous voyez? Donc, ce gouvernement, il s'en fiche complètement de tout ça. Il reste où il est, et peu importe. Et en plus de ça, ce qui me désole encore plus, c'est que j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent plus trop comment qualifier ces marches. Parfois, c'est insurrection, parfois, c'est trouble à l'ordre public. Nous, on parle de manifestations pacifiques. Et en plus de ça, on les a annoncées, ces marches pacifiques. Croyez-vous vraiment que si Maurice Kamto avait l'idée d'un coup d'État ou d'une insurrection, il l'aurait annoncé? Je veux dire, quand quelqu'un veut aller faire un coup d'État, il annonce ça. Tiens, toi, je vais venir te renverser tel jour avec mes armes. Et le camp d'en face va tranquillement attendre qu'on vienne tirer. Franchement, c'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, on assiste à ce spectacle ridicule, même sur les plateaux télé. Je suivais encore sur Equinox l'autre soir l'avocat, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Je ne me souviens plus. Maître Tegem? Voilà, exactement. Lui là, une langue de bois extraordinaire qui transpire le mensonge à distance. Alors que le journaliste qui l'interrogeait était en train de lire un communiqué de M. Sadi qui menaçait justement d'interdire le MRC à cause justement de l'organisation de cette insurrection. Le mot insurrection est marqué noir sur blanc sur ce communiqué-là. Et voilà que M. Tegam vient carrément contredire ce communiqué en disant que le gouvernement n'a jamais parlé d'insurrection. Alors, il faut savoir, hein, où c'est insurrection, c'est pas insurrection. Si c'est pas insurrection, écoutez, dégagez cet arsenal militaire que vous avez planqué devant la maison de Maurice Kamto. C'est complètement ridicule. Et puis, de toute façon, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça va continuer. Voilà, il s'est levé quelque chose ce 22 septembre qui ne s'arrêtera jamais. Parce que les Camerounais ont soif de changement. Les Camerounais ne s'arrêteront que lorsque Paul Biya partira.
C'est aussi simple que ça. Mais de toutes les façons, on peut dire aussi que la difficulté qu'ils ont à qualifier cette marche pacifique vient aussi du fait que ce ne sont pas des professionnels qui font le travail pour lequel ils sont là. Quand on regarde le MINAT qui fait le travail du juge, le ministre de la Communication qui fait le travail, c'est chacun, c'est le sous-préfet qui, c'est-à-dire qui dépasse ses prérogatives, c'est chacun qui fait ce qu'il veut en oubliant qu'il y a des personnes indiquées dans une hiérarchie, dans un pays structuré, qui doivent faire certaines choses. Mais c'est chacun qui se lève parce qu'il est un peu plus énervé que l'autre et qui dit « je vais pondre un communiqué ». Donc, de là, la difficulté à partir du moment où on n'est pas des professionnels de la chose, d'une part. Mais d'autre part, même si c'était un juge, en sachant de quelle manière ils sont inféodés au gouvernement, on sait que de toutes les façons, ce serait un peu dans le même sens. Voilà. Absolument. Donc, merci Aïssatou. Olivier, j'ajouterais juste, Jeanne, si tu me permets, qu'il faut quand même dire que le Cameroun a signé des conventions internationales. Hein, concernant les droits civiques, les droits politiques, les droits humains, simplement. Et qu'avec ce qu'on est en train de voir, ils ne respectent rien. Voilà, et que dans la hiérarchie des lois, la loi camerounaise ne peut pas primer sur la loi internationale. Exactement. Donc, ce n'est même pas parce que ça fait partie d'un décret ou de n'importe quoi. À partir du moment où ils ont ratifié une loi internationale, ils sont tenus de la respecter. Donc, eux-mêmes, ils commencent à violer les lois qu'ils ont signées avec les organisations internationales pour la bonne gouvernance et qui leur permettent d'avoir des aides. Donc, ils les ont signées, mais ils ne les respectent pas. Ah, super. Nous avons le combattant Essama. On va donc lui donner la parole. C'est super qu'il soit revenu. Nous sommes vraiment contents. Bonsoir. Vous nous entendez? Bonsoir, marraine Jeanne Billet-Sombé. C'est un honneur, vraiment. Je m'excuse. Les contraintes techniques ici au pays ne sont pas faciles. Déjà, j'avais un téléphone qui a reçu un coup parce que c'est sur la chair que nous recevons et j'ai suivi quand mes panélistes ont rendu hommage à tous ceux qui ont marché le 22. C'est clair que le fait d'avoir annoncé dans un pays normal, ça ne devait pas susciter ce que j'appelle la répression. Mais comme nous sommes si bien dans la continuité de la France-Afrique et particulièrement ce que je veux énoncer des nègres de service, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer de faire plaisir non seulement aux colons, même quand il n'a pas demandé, parce que rappelez-vous, plusieurs fois, j'ai fait la prison au Cameroun. Ce n'était pas parce que la France avait à tout prix demandé. Déjà, rappelez-vous, Emmanuel Macron avait déjà, en Algérie, promis qu'il allait déclassifier les archives et donner au peuple camerounais certainement ce que son prédécesseur, François Hollande, parce qu'il a reconnu qu'il y avait des violences sur le peuple africain. Et malheureusement, pour lui, il s'est trompé en disant que c'était les Bamileke et les Bassa. Donc, je reviens à vous déjà après les excuses. Je salue tous les internautes qui sont connectés et je sais très bien qu'il est question pour nous de faire ce que je peux appeler le bilan de la marche du 22. Si je me trompe, je vous permets de relancer et puis j'entre dans le sujet. Justement, la question que je vais vous poser en premier lieu, sur laquelle ont déjà répondu les autres panélistes, c'est qu'est-ce que vous pensez de la réussite de la marche du 22, du symbole, de ce que ça a envoyé comme message? Bien évidemment, je pense que dans le sens médiatique, ça a été extrêmement puissant, vu déjà la répression qui s'est mise en place. Je vous ai parlé d'un État colonial, néocolonial, pour faire plaisir à leurs amis qui veulent à tout prix contrôler l'exécutif du Cameroun. Ils sont prêts à se mettre à genoux, mais le peuple camerounais, avec le leader Maurice Kamto, qui a si bien remporté l'élection présidentielle, je vous rappelle que j'étais l'une des personnes clés de la campagne. Nous sommes partis dans toutes les parties du Cameroun, que ce soit à Yaoundé, Bafoussam, le peuple camerounais est épris de changement. Mais maintenant, ce n'était que l'organisation
qui nous a peut-être fait avoir, comme vous avez bien sûr constaté, le casting avec les Paul Eric King, qui était une personne clé et qui, malheureusement, dans le casting, parce qu'on ne doit pas s'amuser avec le casting, a été bien sûr fait à la va-vite. C'est le symbole de l'impréparation camerounaise régulièrement. Parce que nous avons régulièrement fait des grandes choses au Cameroun, mais nous avons toujours été parfois impréparés. Je prends maintenant la victoire de la marche du 22, nous donne effectivement envie de poursuivre pour la libération parce que les peuples se sont toujours libérés par secousse. Moi, j'appelle ça les contractions. Donc, quand il y a contraction, on fait des vagues et l'enfant naît. Mais quant à ce qui concerne le Cameroun, c'est un cas spécial parce que le médecin chirurgien va être obligé d'opérer. Il va opérer parce que le médecin est conscient que le patient a un problème déjà somatique. C'est-à-dire, c'est forcément sous césarienne. Merci beaucoup. Et quand on a donc un médecin qui va être obligé de terminer le travail, parce que le médecin va accompagner la femme enceinte au Cameroun qui va donner naissance à l'enfant, mais il y a une petite, je dis bien une petite attention que la femme elle-même doit garder, le sang-froid. Sinon, beaucoup de femmes paniquent, que ce soit sur la table d'accouchement, justement parce qu'elle n'a pas foi, car elle n'a pas cru. Et certaines femmes, je parle du Cameroun qui est une femme, parce que notre terre a une forme de femme, vous voyez avec les derrières là. C'est important d'en parler parce que vous avez le plateau technique qui a accompagné Monique Koumatekel. Il n'avait pas été suffisamment équilibré, il ne répondait pas aux normes internationales. Si la diaspora a si bien fait son travail jusqu'à présent, c'est parce que vous êtes cohérent et surtout vous êtes dans le segment très amoureux de retourner au Cameroun. Mais les Camerounais qui sont sur place, certains se disent je ne sais pas si ça pourrait être mieux pour moi, ma condition, je porte encore les arachides sur la tête, tel autre, je suis encore Bayam Salam, tel autre, je suis, est-ce que c'est peut-être même bien de se lancer? Et c'est là où le leadership fera un problème. Rappelez-vous du retour du président élu Maurice Kamto du Canada et des pays étrangers après la présidentielle. Ça a été très, très intéressant de voir la mobilisation, mais je vais vous dire, elle a été spontanée parce qu'il y a eu un grand nombre d'atouts. Premier atout, le peuple camerounais était conscient que c'était injuste le fait qu'il soit arrêté. Voilà, cette image que la réalisation nous présente. Je vous rappelle que pour que ça se passe ainsi, il a fallu de longues avances. Donc, je parle de la longueur d'avance des organisateurs. Que ce soit un DJ qui était au-dessus déjà préparé avec la sonorisation. Il a fallu que moi-même, avec ma moto, nous soyons un peu dans plusieurs quartiers. Et cette moto était très importante, raison pour laquelle ne vous étonnez pas qu'elle soit régulièrement arrachée. Parce qu'ils connaissent que c'est ça qui est le véritable vecteur qui va mettre parce qu'ils sont continuellement surpris. Ils sont d'abord pas très intelligents, je vous le dis sincèrement, parce que même quand il y a répression, la répression intelligente ne demande pas qu'il y ait après ce que j'appelle les droits de l'homme qui vont facilement écrire contre l'État camerounais. Parce qu'une répression peut être assez tactique, technique, douce, mais ils sont parfois même très maladroits. Raison pour laquelle ils tombent toujours sur les pièges de ce que j'appelle la répression sauvage. Vous avez constaté comme ça, certains étaient assignés à domicile sans préparation de documents parce qu'ils savaient très bien que l'État camerounais, dans sa constitution, prévoit la déclaration et non qu'on demande les marches. On ne demande pas la marche, on déclare et puis on marche et la police et le sous-préfet encadrent. Cette victoire dont nous parlons du 22, nous la devons d'abord à la détermination, pas de ceux qui sont pauvres. Je vous rappelle que la plupart de ceux qui ont marché étaient des personnes, moi-même parmi lesquelles, parce que
j'ai été assigné à domicile. On a retiré ma moto 3 jours avant. Je dis bien 3 jours avant. Et c'est vrai que cette impréparation aussi nous a valu un grand coup parce que heureusement qu'il ne suffit plus seulement d'arrêter Essama pour que les marches n'aient pas lieu. Et c'est là où il faut féliciter le président Maurice Kamto et féliciter tous ceux qui sont de la coalition. Je parle du Modegna avec M. Défaut. Je parle de toutes les formations politiques comme le CPP qui également avait déjà pris son bain de foule. On les a arrêtés bien avant au siège de leur parti à Bali. Mais ce qui est important, c'est pour moi la capacité des organisateurs à anticiper. Parce que si nous avions anticipé, comme on a anticipé lorsque le président Maurice Kamto est arrivé depuis l'Europe, on aurait eu un très grand soulèvement. Mais nous n'avons pas anticipé malheureusement. Ça nous a valu donc des petites dispersions. Et comme on s'était peut-être retrouvé avec des surprises, notamment que ce soit les messages du RDPC pour décourager toutes les personnes qui peuvent aujourd'hui assimiler la marche à l'insurrection. On a eu les sous-préfets, on a eu le ministre de l'administration à Tangandji qui est sorti. Toutes ces choses on devait anticiper, c'est-à-dire on devait provoquer ce que Ruben Oumyobé appelle unité sur tous les fronts. Les Ruben Oumyobé, pour que les Français n'aient pas de base militaire française au Cameroun, ont dû anticiper avec l'éducation, la sensibilisation, prendre le peuple à corps. C'est-à-dire que, à corps, je vous rappelle que nous approchons du 5 octobre, la journée des enseignants. Vous connaissez très bien comment un enseignant se comporte face à un élève. L'enseignant vient parfois jusqu'à s'asseoir sur la chaise pour calmer le cœur de l'élève et lui dire non, sois confiant. Cette petite leçon, voilà comment tu peux prendre et tu t'en sors. C'est ça l'éducation de la nouvelle génération aujourd'hui. L'éducateur a soin de toutes les émotions qu'il peut avoir sur son patient. Je peux dire sur son élève. Le peuple camerounais, donc, pouvait bénéficier, mais nous n'avons pas atteint cet objectif. Et je l'avais bien sûr mentionné lors d'une réunion du directoire. C'est vrai que je ne devais pas en parler, mais j'en parle parce que nous sommes aujourd'hui dans ce que j'appelle la préparation de la suite. Il est important de tenir compte de la préparation mentale du peuple, c'est-à-dire faire qu'il y ait des vagues qui soient prêtes à être en successives sorties. Merci. Le peuple malien, et je termine par là, oui, n'avait pas toujours annoncé certaines dates. Il y a ce que j'appelle la voix du peuple. Et cette voix, à un moment donné, elle sort lorsque le peuple a déjà suffisamment été sensibilisé. Et c'est ce qui va manquer. Et c'est ce qui va peut-être être l'objet pour cette émission, de rassurer et de raffermir tous ceux qui entreprennent et qui veulent entreprendre à libérer le peuple camerounais, à pénétrer et à faire pénétrer suffisamment la connaissance, la sensibilisation pour que la délivrance de nouveaux bébés ne se passe sans trop de douleur sur la maman. Au moins que la césarienne soit avec anesthésie. Parce que là, on parle d'une césarienne sans anesthésie. On voudrait qu'il y ait au moins une anesthésie. OK. Une péridurale. Merci, combattant. Merci. Alors, merci. Olivier, tu vas nous donner ton sentiment sur le système de répression sauvage dont a parlé le résistant Essama. Quel est ton avis là-dessus par rapport à toutes les images qu'on a eues et toutes les informations, parce que nous avons aussi, en tant que membres du MRC, il y a des informations qui ne sont pas forcément publiques, mais que nous avons de nos militants ou d'autres personnes qui ont été sauvagement torturées et d'autres qu'on n'a pas touchés physiquement, mais qui ont eu des mots qui parfois dépassent même les tortures physiques, parce que ça peut complètement annihiler leur combat et faire qu'ils décident finalement de ne pas aller aux prochaines marches. Autant que pour certains, ça peut leur donner encore plus de force. Voilà. Quel est ton avis là-dessus?
Alors, merci Jeanne pour cette question. D'abord, je voudrais remercier chaleureusement le combattant Essama pour la métaphore qu'il nous a faite au sujet de l'enfant qui est dans les entrailles et qui est prêt à sortir des entrailles de sa maman. C'est vrai que l'accouchement est difficile, mais l'enfant finira toujours par sortir et il sortira bien vivant. Nous en avons la foi. Merci, combattant Essama, pour cette métaphore ô que puissante. Sur le grand débat qui a lieu sur tous les plateaux de télévision, qui a eu lieu également en février 2019, lors des premières marches juste après la présidentielle, c'est le grand débat sur les libertés fondamentales. Est-ce que manifester, c'est un droit ou est-ce que ce n'est pas un droit? Est-ce que quand le sous-préfet a envoyé ses menaces, est-ce qu'il faut quand même sortir? Si on sort, est-ce qu'on est dans notre droit ou est-ce qu'on n'est pas dans notre droit? En fait, sans même être juriste, vous le savez, vous qui me connaissez, je ne suis pas juriste du tout, mais il suffit de lire un tout petit peu et d'écouter les juristes parler à la télévision pour comprendre, tout simplement. L'enfumage, je dis bien l'enfumage caractérisé des hommes du régime et tous leurs supporters sur cette question de la liberté de manifester consiste à faire une confusion entre le volet juridique et le volet politique de cette question. C'est-à-dire que si on parle du volet politique de la question, n'importe quel ministre du régime aujourd'hui ou un supporter du régime va dire évidemment que oui, il ne faut pas manifester parce que le message qu'on porte ne les arrange pas. Mais ça, c'est le volet politique. Et le volet politique, c'est une opinion. Mais sur le volet juridique, il n'y a même pas de débat. Je dis qu'il n'y a même pas de débat. Les hommes de loi ont déjà signifié à maintes et une reprise tout l'arsenal juridique camerounais sur cette question. Et tous les textes camerounais, qu'il s'agisse de la Constitution, qu'il s'agisse de la loi même interne du 19, la loi numéro 50, je ne sais plus combien là, la loi, qu'il s'agisse de la charte des droits de l'homme que le Cameroun a ratifiée, qu'il s'agisse de la charte africaine des droits de l'homme et des droits des peuples sur la démocratie. Tous ces textes convergent sur l'idée qui est la suivante et qui est incontestable. Manifester est un droit et il n'y a pas d'exception sur le motif de la manifestation. C'est clair, c'est net, c'est précis. Qu'on dise les choses très clairement aux Camerounais. Il n'y a aucun texte au Cameroun qui interdit de demander la démission d'un fonctionnaire, fût-il président de la République. Il n'y a pas de texte qui interdise de demander la démission d'un fonctionnaire. Pour bien être un fonctionnaire, on a le droit de demander sa démission. Donc, que les supporters du régime comme les maîtres Tegem, on ne va pas trop parler de lui parce qu'il n'est pas là, viennent faire de l'enfumage et mélanger le volet politique et le volet juridique et mélanger les choses. Non, si c'est le plan politique, il peut avoir son avis. Mais sur le plan juridique, les choses sont claires. On manifeste et c'est notre droit. Maintenant, sur la répression, c'est la caractéristique de ce que Christian Pendaïkoka appelle souvent une dictature reptilienne. La dictature reptilienne, c'est une dictature qui ne s'assume pas. Ça a le sens du reptile. Le reptile, il rampe. Donc, il ne veut pas lever la tête, il ne veut pas montrer son vrai visage. Donc, c'est une dictature qui veut s'envelopper des artifices de la démocratie pour faire croire qu'on est en démocratie, mais en fait, on est dans une dictature pure et simple. Donc, aujourd'hui, cette répression, ce sont les méthodes d'une dictature. Ce n'est pas plus compliqué que ça. L'objectif est d'intimider au maximum les Camerounais, d'instiguer la peur dans le cœur des Camerounais, d'instiguer le manque de confiance dans la tête
et le cœur des Camerounais pour qu'ils ne se lèvent jamais. Parce que je reprends encore une expression de Christian Pendaïkoka qui nous a donné ici, là, en direct au meeting de Paris, le 1er février 2019 ou 2020, je ne sais plus. 2020, 1er février. 2020. 2020, exactement. Quand il dit, parce qu'on se plaint de la pauvreté, on se plaint du sous-développement. Il dit, seuls des hommes libres sont capables de se développer. Tant que vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas vous développer. Vous restez des esclaves. Absolument. Alors, Donc, Olivier, oui. Olivier, ça me permet de te relancer sur. On reste sur le même sujet, hein. Oui. Mais quand on parle on dit par exemple qu'il y a certaines personnes qui disent que ce qui les dérange dans le MRC, c'est que c'est un parti. Ils invoquent le repli identitaire. Je suis en train de constater, par exemple, là, sur le plateau aujourd'hui, nous sommes 3 personnes du MRC et une de la société civile, mais qui est associée aux idéaux du MRC, et aucun de nous n'est de l'Ouest, en fait. Absolument, absolument. J'ai remarqué ça là tout à l'heure, je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais ça c'est un constat fabuleux. J'ai envie de dire que c'est... Surtout que ça n'a pas été préparé. Ça n'a pas été préparé du tout. Chaque fois que nous invitons des gens, que nous faisons notre émission, on n'a jamais parlé on n'a jamais dit, tiens, il faut un quota ou quoi que ce soit. Non. C'est et l'occasion peut-être, Essombe, de demander à toute la grande famille du MRC, de toutes les parties de la terre, de partager ce direct parce que ça va prouver à connaissance et ça va déconstruire ce que les colons ont souvent eu à faire, le tribalisme construit à l'intérieur d'une formation politique qui veut atteindre son objectif. Je vous rappelle que au temps des colons, il y avait cet objectif, diviser pour mieux régner. Et le RDPC a si bien compris qu'ils ont assimilé chaque parti politique qui s'approchait de l'exécutif, donc de la prise du pouvoir, à être originaire d'une tribu. Pourquoi est-ce qu'on a fusillé Ernest Ouandié à l'Ouest Cameroun? Lorsqu'on prend la décision de le juger à Yaoundé en 1971, pourquoi décide-t-il en 1970, puisque nous étions vers la fin de 1970, en 1971, le 15 janvier, il décide de l'exécuter où? À Bafoussam. Pourquoi on veut faire croire que, comme Ernest Ouandié est de l'Ouest, voilà donc un petit Bamileke qu'on a tué. Pourquoi Amadou Ahidjo, avec Georges Pompidou, font tout pour rapprocher le leader d'une formation qui est nationale, l'Union des populations du Cameroun, à ce qu'il soit fusillé à Bafoussam? Posons-nous la question. Et ne vous étonnez pas que ce soit pareil pour Maurice Kamto, lui qui est à Yaoundé. Je ne sais pas ce que le RDPC attend pour dire que assignation à domicile dans son village à Baham. Je remercie encore une fois le combattant Issama. J'avoue que cette question, c'est la toute première fois que j'entends un rapprochement aussi subtil sur cette question. Je me suis souvent posé cette question, mais pourquoi exécuter à Bafoussam? Pourquoi exécuter? Pourquoi ne pas le faire à Yaoundé, qui était normalement le centre politique? Pourquoi à Bafoussam? Je pense qu'on a effectivement compris ce qu'il y a, l'intention qu'il y a derrière. Mais moi, je profite de cette tribune et j'espère que le plus grand nombre possible de Camerounais auront l'occasion de voir cette tribune. Moi, je suis originaire d'un petit village qu'on appelle Ewodi, sur les rives du fleuve Ouri. Mon père vient de là, mon grand-père vient de là, probablement mon arrière-grand-père également. Je suis du MRC parce que le MRC est le parti politique qui, de mon point de vue, a le combat pour les libertés des Camerounais le plus sincère. Et que c'est le seul parti politique au jour d'aujourd'hui, éventuellement le SDF, mais en particulier le MRC,
qui est en opposition frontale avec le régime. Et pourquoi cette opposition frontale? Il y a un monsieur, un analyste politique, qui d'ailleurs, la coïncidence est bonne à souligner également, qui n'est pas de l'Ouest Cameroun, qui est plutôt du Sud Cameroun, et il a précisé dans l'émission, il s'appelle Aristide Mono, qui a expliqué cette posture du MRC d'opposition frontale, qui veut que on refuse cette opposition de complaisance dans laquelle le régime RDPC veut nous confiner. Une opposition de complaisance qui, au bout de 50 ans, ne produit rien. C'est-à-dire que, de toute façon, on peut voter des lois pendant 50 ans au Cameroun, il peut y avoir 300 partis politiques, mais il n'y a aucune influence de ces 300 partis politiques sur la moindre loi votée pendant 50 ans. C'est ça qu'on appelle l'opposition de complaisance. Cette opposition que le RDPC veut. Et le MRC s'inscrit en faux de ce type d'opposition. On s'inscrit dans une opposition frontale parce que l'objectif, c'est de changer le Cameroun en profondeur. Voilà pourquoi moi, enfant du Vouri, je décide de dire que, OK, moi, je ne regarde pas qui est dans le MRC, si ce sont les gens de l'Ouest ou si ce sont les gens du Nord ou du Sud. Ce n'est pas mon problème. J'adhère au MRC parce que c'est le combat que j'ai envie de mener pour mes compatriotes camerounais. Merci Olivier, merci. Donc, si la technique peut nous passer une petite transition, bon, le temps qu'il soit prêt, on va peut-être passer à Aïssatou, qu'elle nous dise un peu par rapport à ce soupçon de repli identitaire. Puisqu'on dit qu'il y a des gens même qui écrivaient sur Facebook tous les Bamileke sont dehors. Salomon Béas qui a été arrêté, il n'était pas Bamileke, par exemple. Et il y a autre chose que je voudrais rajouter, c'est que il y a des gens qui ont fait des témoignages où ils ont clairement dit qu'on les a laissés sortir du commissariat parce qu'ils n'avaient pas des noms Bamileke, en leur posant la question, vous faites quoi avec ces gens-là? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire dessus, Aïssatou? Oui, alors avant de répondre à ta question, je souhaite quand même saluer Essama qui est là. Voilà, c'est un combattant que j'admire beaucoup et je suis vraiment très, très, très heureuse de partager ce plateau avec lui. Voilà, je tenais vraiment à le dire. Je t'en prie, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, on mène tous le même combat, donc c'est formidable. Alors, donc, oui, c'est très drôle, la remarque que tu viens de faire, Jeanne, concernant la composition de ce plateau aujourd'hui. Voilà, au moins comme ça, Atanganji et tous ses amis n'accuseront pas cette fois-ci le MRC d'être tribaliste. Voilà, on en a une formidable preuve ici sur ce plateau. Et j'ai envie d'aller dans le sens d'Olivier aussi, parce que moi, par exemple, Aïssatou qui vous parle, mon père est originaire du Nord Cameroun et ma mère est originaire du Mbam. Deux secondes, Aïssatou. Le communiqué du gouvernement, pardon, si la technique peut nous le remettre, on dit le gouvernement se félicite du fait que malgré la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique et de mettre en danger le vivre ensemble auquel sont viscéralement attachés les Camerounais, le rejet de son projet insensé a été clairement exprimé par toutes les composantes sociologiques de notre nation, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Voilà. Et il exhorte les Camerounais à contribuer à faire preuve en tout temps et tout lieu de la tolérance, de l'hospitalité qui les caractérise et à ne pas imputer les agissements criminels d'une poignée d'aventuriers aveuglés par une ambition dévorante à un groupe ethnique quelconque. C'est quand même honteux qu'un gouvernement puisse faire un communiqué où il parle de groupe ethnique. C'est quand même grave. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et quel que soit ce qu'il fera, de toute façon, on le sait très bien, que le gouvernement de Paul Biya a fait du tribalisme sa spécialité. C'est un sport national pour le régime de M. Paul Biya. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le tribalisme et la corruption. Voilà, c'est cela qui nourrit ce régime. Et c'est justement tout ce que ne veut pas le MRC. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre formation politique, on trouve
des personnes, des Camerounais qui viennent des quatre coins du pays. Hein. Moi, je ne suis pas Bamileke. Tu disais que ta maman était du Mbam, c'est ça? Ma mère est du Mbam, ma mère est Tu es Bafia. sûr que dans ton arbre généalogique, tu ne retrouverais pas un peu de Baham? Et pourquoi pas? Franchement, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote que je vais vous raconter. Tout juste après ma nomination, il y a un commentaire très amusant que j'ai trouvé sur un de mes posts où quelqu'un disait « Toi, tu dois être Bamileke pour avoir été promu comme ça. » Et ça m'a vraiment fait rigoler, ça. Hein. Ça m'a vraiment fait rigoler, ce commentaire-là. Exactement comme moi, on me dit toujours il faut assumer ton nom Bamileke. On me dit pas que ce n'est pas mon vrai nom sur Facebook. C'est pareil. J'ai répondu à ça simplement en disant bah, écoutez, si vous insistez, je suis Bamileke, oui, voilà, je suis Bamileke de cœur. Il est où le problème? Je veux dire, moi, je suis Camerounais, j'aime tous les Camerounais. Hein. Personne ne choisit son ethnie, personne ne choisit sa région, personne ne choisit d'où il vient. Voilà, tu as fait un concours? Il faut juste arrêter avec ça, quoi. Voilà. Et tout ça, ça montre à quel point le régime de M. Paul Biya a malmené l'esprit des Camerounais. Voilà, les gens n'arrivent plus à penser autrement que par le tribalisme. Voilà, on a vraiment du boulot. Ça va prendre du temps hein, pour enlever cela de la tête des Camerounais, mais on va y arriver tout doucement, petit à petit. Voilà. Absolument. Alors, je voulais parler d'une chose. Le ministre de l'Extérieur à l'ONU récemment, le jeune Béla Mbela, il disait que le ministre des Relations extérieures, je crois, il souhaiterait que le Cameroun soit membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, dans un pays qui ne respecte déjà pas les règles élémentaires de la hiérarchie des lois, est-ce que vous pensez que cela est réalisable à l'heure où la diaspora camerounaise, les ONG et plusieurs autres organisations des droits de l'homme sont au fait de la situation réelle du Cameroun d'aujourd'hui? Et quand on voit le jeune Béla Mbela qui dit qu'il souhaite que le Cameroun soit membre du Conseil de sécurité, c'est une hérésie pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous permettez que je prenne la parole en premier. Vas-y, Olivier. Ok, merci. Alors, je voudrais, juste en 30 secondes, je voudrais apporter une note positive sur notre petit débat sur le tribalisme. Je voudrais souligner que la société camerounaise n'est pas fondamentalement tribaliste. La société camerounaise n'est pas une société de caste ethnique, parce que au Cameroun, il y a un brassage, il y a un mélange aléatoire entre les ethnies, qu'il s'agisse du travail, de l'école, du sport, de la culture. N'importe où vous allez au Cameroun, vous êtes susceptible de rencontrer et de tisser des liens avec un Camerounais d'une origine qui n'est pas la vôtre. Le tribalisme existe au Cameroun une fois qu'on parle des intérêts politiques. Et ça, c'est un corollaire direct de la pauvreté. La pauvreté et le sous-développement qui fait croire aux Camerounais que le Cameroun, c'est un gâteau national qui est déjà restreint. Donc, il faut faire des coudes, il faut se débattre des coudes pour trouver une petite place. Alors que le Cameroun doit être conçu comme un gâteau pour lequel on doit tous travailler pour qu'il s'agrandisse. Et que chacun ait sa part, qu'il soit goinfré même, qu'il en ait là, qu'il en devienne boulimique, tellement il y en aura pour tout le monde. Donc, je voulais ajouter cette note positive. Le Cameroun n'est pas fondamentalement tribaliste. C'est de l'instrumentalisation politique pure et simple. Alors, sur notre ami, le jeune Béla Mbela, d'ailleurs, il est de chez nous, hein, ce monsieur-là. On voit bien qu'il y en a des deux côtés, hein, du bon et du mauvais. Donc, je dirais que c'est une manœuvre politique pour se protéger. Je pense que si effectivement le Cameroun réussissait à obtenir cette position, mais ce serait une position d'influence qui lui permettrait de résister aux pressions extérieures, notamment celles des Américains qui poussent pour que le président Paul Biya parte, même si les Américains ne peuvent pas le dire de façon officielle parce que ce serait de l'ingérence et que surtout la position du peuple camerounais aujourd'hui ne s'est pas encore exprimée de façon suffisamment forte et collective sur ce point.
Donc, il reste encore réservé, mais on a bien compris que les Américains ne sont pas favorables au régime Paul Biya. Donc, ce serait une façon pour eux de se protéger, tout simplement. Donc, je dirais que le Cameroun ne mérite pas cette position. Il ne mérite pas cette position parce que moi, je dis que l'état de droit est mort au Cameroun. L'état de droit est mort, je termine là-dessus, parce que quand la justice existe dans un pays, ça ne veut pas dire que les décisions de justice sont toutes bonnes. Les décisions de justice peuvent être mauvaises, parce que somme toute, c'est la justice des hommes. Les hommes sont imparfaits par nature. Mais quand vous avez un pays dans lequel le processus qui est censé amener la justice est bafoué par ceux-là même qui sont censés être les garants du respect de ce processus, à ce moment-là, l'état de droit est mort. C'est-à-dire que le processus s'applique à tête chercheuse. Quand ça plaît à ceux qui sont garants du système, ils appliquent le processus. Quand ça ne leur plaît pas, ils n'appliquent pas le processus. Donc, à partir de ce moment-là, quelle que soit la décision finale, quand on dévoie le processus qui doit amener à la décision de justice et que ce dévoiement est orchestré par ceux-là même qui organisent la justice, qui sont garants de la justice, alors l'état de droit est mort. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose sur le fait que le jeune Bella Mbella pense que le Cameroun devrait siéger au Conseil de sécurité de l'ONU? Ouais, je vais prendre la parole. Merci encore, la grande combattante Essombé. Je vais rappeler encore un petit fait historique. Lorsque Félix Moumié est empoisonné le 3 novembre et qu'il est décédé en Suisse, il y a plusieurs personnes qui sont témoins que Félix Moumié était parti dans une volonté de prendre la place de Ruben Oumniobé et de poursuivre la mission. Mais si la France fait tout pour l'assassiner, c'est parce qu'il y a effectivement une volonté de montrer que l'UPC, en fait, qui était en face de l'UNC, qui était un projet, bien sûr, de la France-Afrique, n'avait effectivement pas cette légitimité populaire. Actuellement, il y a ce que j'appelle la poudre sur les yeux des Camerounais. On veut nous faire croire que nous avons un État. Pourtant, nous savons très bien qu'ils sont des nègres de service. Je parle du jeune Bella. Vous avez vu dès qu'il y a Corona, comment il n'a même pas pu présenter quelque chose de convaincant en face des Camerounais de la diaspora. Un peu partout dans la diaspora, les Camerounais criaient. Où était-il? Où était ce monsieur, ce jeune Bella? Le Cameroun continue donc d'être malheureusement en deçà du niveau de questionner ses dirigeants. J'ai parlé d'une femme enceinte. Vous avez vu aujourd'hui l'actualité avec Regard Social sur Equinox, une jeune fille de 13 ans dont le père envoie en mariage en prétextant que c'était son oncle et qu'elle part continuer les études. C'est quand la jeune fille arrive chez soi-disant son oncle qu'elle se rend compte qu'on lui demande de s'asseoir sur le lit et le monsieur vient, il lui dit carrément, tu crois que j'ai payé, j'étais payé comme ça pour que tu viennes me dire quoi? Et la femme était complice, la femme de ce monsieur. C'est un fait divers, c'est pas un fait divers, c'est une affaire très grave. Et vraiment, vous voyez, je viens de faire une mauvaise allusion. Quand on parle de faits divers, ça ne peut pas être un fait divers. Cette injustice, le président de la République devait prendre la parole. Mais dites-moi si un jour Paul Biya va un jour faire en sorte que même le ministre de la Justice prenne la parole. Ils ont tout fait pour que les Camerounais se sentent complètement en navigation à vue. Surtout que cette jeune fille a commencé à subir ces violences, elle avait 13 ans. Donc, il y a déjà un délit sexuel. Et pourquoi est-ce que le peuple ne peut pas facilement revendiquer que le bourreau soit arrêté lundi qui vient, en principe, dans un pays comme la France? Emmanuel Macron aurait déjà fait arrêter. Tout à fait. Vous voyez donc, le peuple camerounais est encore comme cette jeune fille de 13 ans qui ne connaît pas ses droits, dont le père et la mère ne lui ont pas
dit tu as le droit de refuser d'être un objet sexuel parce que ton père t'a envoyé. Le peuple camerounais n'est pas conscient que ce que le leader Maurice Kamto vit dans son domicile à Santa Barbara devrait interpeller l'histoire de leur pays. Quand Ruben Oumyobé se retrouve à Liben Ligoy et que le peuple camerounais, parce que moi je suis parti à Liben Ligoy, je vous assure, comment est-ce que les Français ont pu pénétrer jusqu'au fin fond de Liben Ligoy pour retrouver Oumyobé et le faire assassiner. C'est ce que j'appelle la naïveté du peuple camerounais. Ce peuple est encore naïf et il faut l'accepter pour que ça nous soigne. Ce peuple est naïf, pourquoi? Et ça m'appelle, par exemple, qui fait partie des leaders. On retire ma moto. Mais aucun jeune ne se lève à Douala pour dire « Essama, cette affaire, on ne peut pas laisser ». Et ils sont conscients très bien que Essama fait partie des personnes que lorsqu'il faut faire lever le peuple, je vois plutôt d'autres qui disent que Essama, pourquoi on a pris sa moto, c'est un traître. Pourquoi chaque fois quand il y a marché, on prend sa moto. Ceux-là sont vraiment naïfs. Parce que je suis tous les jours dans la sensibilisation en face du peuple et tous les jours, je permets à ce que ce peuple connaisse l'histoire de nos héros, connaisse cette mauvaise attitude qu'ont eu certains de nos parents de laisser infiltrer les Français jusque là où on a fusillé Oumyobé, à Liben Ligoy. De laisser que Félix Mounier, avec ce faux journaliste-là, soit empoisonné dans un restaurant. Le peuple camerounais doit pouvoir surveiller ce qui lui appartient. Qui, en ce moment, il devrait naître dans le MRC une brigade rouge, je vais dire une brigade anti. Parce qu'en fait, c'est une affaire de rapport de force. Et dans cette affaire de rapport de force, la partie qui est naïve va perdre. La France a tout pris, c'était fait comme dans d'autres pays où elle a installé leur pantin, leur sous-préfet, comme en Côte d'Ivoire. Qui vous dit que la France ne rêve pas de ça pour avoir 130 ans, 50 ans encore au Cameroun? Mais pourquoi les Camerounais ne sont pas capables de comprendre que pour que cette France-là n'obtienne donc pas ça, soyons vigilants. Et ça m'a... toutes les personnes. Et pourquoi même pas ne pas anticiper et avoir une télévision comme à Madagascar? Rappelez-vous qu'un jeune maire à Madagascar avait sa propre chaîne de radio qui est devenue une télévision et il est devenu président. Vous savez de qui je parle? Mais il faudrait que ce soit permis aussi. Dans le système qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on laisserait la latitude à un parti, par exemple, comme le MRC, de se déployer de ce côté-là? Je voudrais juste dire quelque chose en 30 secondes. La particularité du régime que nous avons, c'est que c'est une dictature reptilienne, c'est-à-dire une dictature qui ne veut pas montrer son visage. Le système est très clair. Vous pouvez critiquer Paul Biya comme vous voulez à la télévision. Ils ne vont rien vous faire. Dès que vous mettez à 3-4 Camerounais, que vous commencez à vous rassembler, même dans un domicile, ils appellent la police, on vient vous arrêter. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que en face de ça, je rappelle à la télévision, oui, on vous dit que oui, c'est la démocratie. Oui, combattant Olivier, oui. Combattant Olivier, en face de ça, je vous rappelle, l'UPC avait bien sûr les colons encore sur le terrain. Et ils ont pu convaincre les Camerounais d'adopter leur plan de sortie. Parce qu'il n'y a pas de base militaire française au Cameroun. Je vous rappelle que si l'UPC avait peur de faire des rassemblements pour dire à la France que nous ne voulons pas de votre base militaire chez nous et que nous luttons avec le slogan que Ruben Oumyobé à vélo, je vous rappelle qu'il avait que le vélo que moi j'ai actuellement. C'est à vélo que Oumyobé disait le Cameroun pour les Camerounais, pas les Camerounais. Et pourquoi son message est passé, malgré que la France était contre? C'est pour rappeler que l'histoire du Cameroun n'est pas suffisamment enseignée au peuple camerounais. Quel que soit l'adversaire, Ruben Oumyobé disait un peuple déterminé à se libérer est invincible. Et ce n'est pas faux. Éduquons le Cameroun à bras le corps. Qu'il y ait plusieurs sensibilisations, qu'il y ait 150 et Sama. Et ce n'est pas difficile à travers cette émission, et je loue le grand service que vous permettez à la nation d'avoir, un service éducatif.
un service pédagogique. Je vous le dis, la plupart de ceux qui sont en train de s'amuser avec cette émission, s'ils prennent très au sérieux les recommandations que la combattante Essomé, quand elle va faire le récapitulatif, quand elle va permettre à ce qu'on ait la substance, parce qu'il faut aujourd'hui prouver que nous avons un champ historique qui est très fertile et que c'est dans cette histoire que nous pouvons apporter une solution pour les générations qui viendront. Nous sommes une génération où il n'y a pas de base militaire. Au Tchad, il y a des bases militaires. En Centrafrique, il y a des bases militaires françaises. Au Gabon, il y a des bases militaires françaises. En Côte d'Ivoire, il y a des bases. Pourquoi pensez-vous que le Cameroun n'en est pas? C'est parce que nos parents, d'abord, étaient instituteurs. Parce qu'ils étaient des gens qui prenaient le peuple à bras le corps. Ernest Ouandé était un directeur d'école au Camp Berthaud. Et quand il disait qu'il s'occupe des activités politiques, même quand on l'affectait, malheureusement pour le colon, ça lui permettait de renforcer encore son appartenance à la partie où il arrivait. C'est pour ça que nos parents parlaient plusieurs langues. Donc, quand j'entends, par exemple, certains vouloir mépriser l'importance des leaders à apprendre plusieurs langues africaines, je parle de Sama qui devrait parler la langue de Aïssatou, je parle de Sombe qui devrait parler la langue de Kanto. Je vous assure, ça a un impact. Je parle de M. Ngor qui devrait parler la langue de Michel Ndoki. Je parle de toutes ces... Parce que c'est cette portée qui prouvait que nous avons